Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la Lune, ou plus exactement au système Terre-Lune, c'est-à-dire au fait que la Lune tourne autour de la Terre, mais que la Terre aussi tourne autour de la Lune, et en réalité les deux se déplacent comme ça, sous les effets de l'attraction et des forces centrifuges. Avant de voir ce mouvement, on va commencer par faire un état des lieux, par une observation simple de la Lune. C'est quoi la Lune? Alors si on regarde dans le ciel la Lune, on voit quasiment uniquement de la lumière. C'est-à-dire que c'est de la lumière réfléchie par le Soleil et on n'arrive pas à se rendre compte de l'hétérogénéité de la surface de la Lune. Il faut une lunette astronomique pour réussir à voir la Lune. Ça a été fait pour la première fois en 1609, c'est l'invention de Galilée, je vous renvoie à la révolution copernicienne. Et avec une lunette, moi j'ai fait cette photo-là, et regardez, là on voit vraiment des dépressions, des formes, des reliefs en forme quasi circulaire, là, et c'est ce que Galilée a appelé des cratères. En effet, si on regarde la Lune, ici j'ai fait une représentation de la Lune, on les voit apparaître, et en plus ils prennent une teinte bleuâtre à grise, là, la nuit. C'est pour ça que Galilée s'est dit ça doit être de la mer, puisque ça a une couleur bleue, et parce que ça a l'air assez lisse. Et on a donné des noms, alors c'est la mer de la fécondité, la mer des crises, la mer de la sérénité, là-bas là, vous avez l'océan des tempêtes. Et on observe aussi parfois des dépressions circulaires dans lesquelles il n'y a pas de mer, où il y en a peut-être mais c'est pas très visible, là, comme par exemple le cratère de Platon, de Copernic et Tycho Brahe. Je vous renvoie encore une fois à la révolution copernicienne parce que là, on retrouve tous les noms des acteurs de cette révolution. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que les cratères là sont entièrement remplis par ces mers, et au fait ces mers c'est quoi? Eh bien on y est allé, Apollo 11 est allé explorer, et pas seulement, on a envoyé 12 hommes sur la Lune, dont au moins un géologue, et ces roches c'est du basalte. Donc en fait ce ne sont pas des mers d'eau, mais ce sont des mers de roches et de roches volcaniques. Les mêmes basaltes que ceux qu'on retrouve sur Terre, hein. Donc c'est de la roche volcanique dont la densité est assez élevée, elle est de 2,9. Et puis autour là, on a ce qu'on appelle les continents, c'est-à-dire des roches très blanches, très clair, c'est en fait des feldspaths plagioclases pour l'essentiel du pôle anorthite, c'est-à-dire le pôle calcique. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'anorthosite. On pourrait qualifier ça de granit entre guillemets, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Et les mers occupent des espaces en forme de cercle. Donc c'est pour ça que Galilée les a appelés des cratères, ces cercles. Parce qu'un cratère, c'est une amphore romaine dans laquelle on met du vin. Et donc c'est dit, tiens, c'est des mers entourées de bords circulaires, donc du coup je vais appeler ça des cratères. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des cratères. On ne sait pas à l'époque que les météorites existent, on n'a aucune idée, on n'arrivera pas à le démontrer ça avant les années 1800. Donc Galilée ne le savait pas. Alors par contre, en termes de chronologie, pourquoi on a des mers toujours situées à l'intérieur de cratères? Eh bien tout simplement parce que les mers, donc les basaltes, donc les roches volcaniques, hein, se sont mis en place après les cratères. Tout simplement. Pas avant et pas pendant. Après. Bien après même. Parce qu'on a daté ces roches avec des radioisotopes. Et les mers lunaires, là, les basaltes, ont entre 3,8 et 2 milliards d'années. Donc c'est ancien, bien sûr. Hein. D'ailleurs, il n'y a plus d'activité lunaire depuis 2 milliards d'années. C'est une planète morte. Quasiment. Il y a encore un petit peu d'activité, mais elle est vraiment négligeable. L'essentiel de l'activité volcanique sur la Lune s'est arrêté il y a 2 milliards d'années. Et la planète s'est complètement refroidie. Par rapport à la Terre, par exemple, qui a encore de la chaleur. Les cratères, eux, sont liés à une grande pluie météoritique qui a eu lieu avant 4 milliards d'années. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez les mers lunaires, vous verrez ça des formes en cercle comme ça. Là. Et puis, il y a encore des cratères qui se forment, même encore aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des astéroïdes qui tombent. Et comme il n'y a pas d'érosion, on les voit apparaître, ça fait des petits points où il n'y a pas forcément de mer dedans. Alors au fait, vous avez cette carte que vous pouvez reconnaître, si vous regardez la Lune, ça fait à peu près ça. Et puis il y a cette carte-là, ça aussi c'est la Lune, mais ça, vous l'avez jamais vue. Et on l'a jamais vue, cette carte-là, avant 1959 précisément. 10 ans avant que les Américains aillent sur la Lune, les Russes faisaient le tour de la Lune et prenaient une photo de la face dite cachée. En effet, il y a une face visible de la Lune, c'est ça, et il y a une face cachée de la Lune, c'est ça. Comment se fait-il qu'on ait une face cachée et une face visible est toujours la même? Alors regardez ma Lune, ici, j'ai mis un cratère là, on va dire que ça c'est par exemple l'océan des tempêtes, c'est ce point rouge ici. Quelle que soit la position de la Lune, je dois voir ce point. Ça veut dire quoi? Alors si on imagine que la Lune tourne autour d'elle-même comme ça, autour de la Terre, ça donnerait ça. Ici je vous indique le point rouge, et là la Lune se met à tourner, et là, paf, ça y est, ça ne va pas, parce que je ne vois plus l'océan des tempêtes, c'est pas ce que j'observe. Ça veut dire que la Lune ne tourne pas sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre, en tout cas pas à cette vitesse-là. Alors maintenant, si elle ne tourne pas du tout, ça ferait ça.
Là, ici, je vois l'océan des tempêtes. Là, je ne tourne pas, donc j'arrive ici. Et là, ah ben là, je ne vois plus non plus l'océan des tempêtes. Je vois la face cachée. Et c'est pas possible, c'est pas ce que j'observe. Donc ça veut dire que la Lune fait exactement un tour sur elle-même, en même temps qu'elle fait un tour autour du Soleil. Ça fait ça exactement. Si vous prenez là ici l'océan des tempêtes, vous voyez. Et là, je fais un tour sur moi-même en même temps que je fais un tour autour du Soleil, et là je verrai toujours qu'une seule face. Et voilà. Alors ça, pour l'expliquer, c'est hyper simple, c'est un phénomène gravitaire. Le basalte qui est là dans les mers, là, a une densité de 2,9, alors que les roches continentales, ici, ont une densité de 2,7, c'est-à-dire que c'est un peu plus léger. Et donc, la face la plus lourde a tendance à être attirée par la Terre, et c'est pour ça que je vois toujours celle-là. C'est la face qui tombe plus facilement, c'est la face la plus attirée, avec la plus grande force d'attraction, qui est toujours visible. Au fait, on pense que la Lune autrefois tournait beaucoup plus vite sur elle-même, mais elle s'est ralentie à cause des effets de marée. Et à force de se ralentir, elle a fini avec sa vitesse minimum, qui est de 1 tour pendant sa période dite sidérale, qui est exactement de 27 jours. On va en reparler de ça. Alors, on a compris le phénomène de la face cachée et de la face visible. Maintenant, on pourrait s'interroger sur pourquoi il y a des mers là et pourquoi il n'y en a pas là. Alors ça, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que la croûte ici a 60 km d'épaisseur, alors que là, elle n'a que 30 km d'épaisseur. Et on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si l'épaisseur là est de 60 km, c'est comme si on avait une montagne sur Terre là, et bien la lave, quand elle remonte, elle ne peut pas dépasser de la surface. Parce qu'il y a trop à remonter, elle n'y arrive pas. Alors qu'avec 30 km, elle peut dépasser la surface et elle fait des volcans. Par contre, quand on est sur la Lune, on a posé des sismographes à moteur nucléaire. Et ils marchent encore, ces sismographes. Et ils ont pu mesurer comme ça les ondes sismiques qui se propagent dans la Lune. Alors, il y a un tout petit peu de séisme sur la Lune, il n'y a pas de tectonique des plaques. Il y a un petit peu de tectonique encore aujourd'hui, quelques mouvements de failles, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là d'ailleurs. Il y a peut-être encore un peu de chaleur, peut-être des phénomènes liés aux marées. Bon. Et dans tous les cas, ces séismes nous permettent de savoir la structure interne de la Lune. Et en l'occurrence, ça se passe comme ça, quand on regarde les ondes sismiques, on voit qu'on a une croûte plus épaisse d'un côté, face cachée, plus fine de l'autre, face visible. Ensuite, on a un manteau très très important. Le manteau, c'est de la péridotite, comme sur Terre. Donc c'est des ferromagnésiens, c'est de l'olivine, c'est du pyroxène, pour l'essentiel. Et puis ensuite, on a un cœur, là, un noyau, avec du fer et du nickel, comme sur Terre. Peut-être avec une partie fondue. Encore une fois, on ne sait pas, parce que les ondes P, les ondes S, on a des mal à les voir. Les séismes sont très très petits, en fait. Donc dans tous les cas, on a un problème quand on regarde la composition de la Lune, c'est que c'est la même à peu près que la composition de la Terre, mais il y a des grosses différences. La densité de la Lune, c'est 3,3, alors que la densité de la Terre, c'est 5,5. Ça veut dire que les matériaux de la Lune sont plus légers. Et on le comprend, ça vient du noyau. Le noyau, c'est les éléments lourds. Et ces éléments lourds, très denses, c'est que 20% de la Lune, alors que c'est 54% de la Terre. Et ça a permis de comprendre comment la Lune s'était formée. En fait, on pense que la Lune, c'est un morceau arraché à la Terre. Alors pour arracher un morceau de la Terre, il faut taper dessus très fort. Mais si on est une planète grosse comme Mars à peu près, et qu'on est sur l'écliptique, qu'on se déplace comme ça, et là, bam, on tape la Terre, on arrache un morceau. Et si on arrache un morceau, vous comprenez bien qu'on va arracher la périphérie, c'est-à-dire le manteau. Mais pas beaucoup de noyaux. Donc du coup, ce qui va résulter, les débris qui vont résulter, qui vont se coller pour faire la Lune, eh ben c'est très riche en manteau, mais avec un tout petit peu de noyau. Voilà comment on sait que la Lune est sans doute un morceau de la Terre qui a été arraché à la Terre. Et puis, comme on y est allé, qu'on a ramené des roches, qu'on a vérifié les isotopes à l'intérieur de ces roches, on a constaté que la composition isotopique des roches de la Lune est la même que celle de la Terre. Donc on en déduit que la Lune est un morceau de la Terre arraché. Plus quelques événements liés à l'orbite de la Lune qui est pile sur le plan de l'écliptique, alors que la Terre est inclinée comme ça, on en déduit que c'est bien un objet qui était sur l'écliptique qui a traversé la trajectoire de la Terre et l'a percuté. Voilà. On a appelé Theia, d'ailleurs, cet objet qui ne savait pas qu'il s'appelait comme ça, et il y a à peu près 4,5 milliards d'années, a frappé la Terre et a donné naissance à la Lune. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire une pause là, digérer bien ces aspects géologiques de la Lune et structurels. On va passer maintenant au problème de positionnement dans le contexte d'un système Terre-Lune. À bientôt dans une deuxième partie.